Bienvenue à tous dans votre journal de l'Île-de-France. Tout de suite, le sommaire. Des caméras dans les rues qui se déploient dans les villes et les villages. Illustration en Seine-et-Marne, département à la fois urbain et rural. Le Salon international de l'agriculture de Paris ouvert ses portes samedi. Savez-vous que c'est une ferme de l'Essonne qui fournit les 60 tonnes de fourrage nécessaires à nourrir les bêtes sur place? Ils sont au cœur de la campagne de François Hollande. Qui sont ces élus méconnus qui alimentent le candidat PS en note et animent ses réseaux? Reportage au QG de campagne du socialiste. La Poste recrute dans les Yvelines. Au total, 230 nouveaux facteurs sont attendus d'ici à la fin de l'année. Parlez-vous l'espéranto? 2 millions de personnes pratiquent à travers le monde cette langue, 100 pays. Rencontre en fin de JT avec une famille d'espérantistes. Les caméras dans les rues se déploient aussi dans les villes et les villages. Récemment, la préfecture de Seine-et-Marne a fait un point sur ce dispositif en essor dans ce département à la fois urbain et rural. Qu'en est-il de l'efficacité du système longtemps critiqué par certains élus? Louis Vallet de Canal Coquelicot 77 fait le point. Souriez, vous êtes filmé. En Seine-et-Marne, près de 850 caméras de vidéoprotection sont déployées sur la voie publique. Récemment, la préfecture de Melun a souhaité faire un point sur ce dispositif. Il y a encore quelques années, ce que l'on appelait alors la vidéosurveillance suscitait le débat « est-on surveillé ou protégé ?» Aujourd'hui, de nombreuses communes ont pourtant recours à cet outil plutôt coûteux. L'État, lui, finance à hauteur de 30 ou 40% chaque nouvelle installation et les demandes sont de plus en plus nombreuses. Sur l'année 2010, ce sont un peu moins d'une vingtaine de dossiers qui avaient été soutenus pour un peu plus de 2 millions d'euros de crédit d'État. Sur l'année 2011, nous avons plus d'une trentaine de dossiers retenus avec près de 4 millions d'euros d'intervention de crédit d'État. Pour l'heure, ce sont principalement les polices municipales qui gèrent les dispositifs de surveillance. Dans notre secteur, Emerainville est la commune la plus équipée avec 23 caméras qui filment en permanence les rues de la ville. Mais pour beaucoup de policiers municipaux, le dispositif serait plus efficace s'il était relié à un commissariat de la police nationale. C'est ce que l'on appelle le déport d'images. À Chelles, où seul le quartier de la gare est équipé de caméras, la mairie souhaite également mettre en place ce déport d'images avec les forces de police. Une démarche laborieuse. Ce dossier de raccordement traîne depuis plus de 2 ans. Il a fallu un matériel spécifique dans un premier temps pour le commissariat, et puis il y a eu changement, il fallait un autre type de matériel, et puis ensuite le dossier a été perdu, et puis il a été retrouvé. Normalement, les subventions ont été débloquées, et le raccordement devrait être effectué, disons, dans les mois qui viennent. La ville de Pontault-Combault pourrait également faire relier son futur réseau de vidéoprotection. Mais l'opération reste coûteuse, les raccordements se font uniquement en utilisant de la fibre optique. Pour l'heure, seules 5 communes ont mis en place un déport d'images avec la police nationale dans le département. On reste sur ces questions de sécurité avec cette innovation. Une entreprise de l'Essonne commercialise un canon à brouillard spécial pour empêcher les cambriolages. Dès que l'alarme se déclenche, de la fumée se répand dans toute la pièce et aveugle les malfaiteurs. Les explications de Claire Colombel de Téléson. Le bandit, voici le nom donné à ce canon à brouillard. Contrairement à ses prédécesseurs, il diffuse en quelques secondes une fumée sèche qui ne salit rien, ni les vêtements, ni les murs. Pour la démonstration, un coffre-fort a été installé dans la pièce de façon à simuler un vol. Il a une autre particularité, ce canon, c'est qu'il diffuse le brouillard en quantité juste nécessaire, c'est-à-dire qu'on calcule le volume de la pièce et on le paramètre pour qu'il diffuse du brouillard en 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Et donc il va redéclencher autant de fois que nécessaire. S'il y a plusieurs tentatives d'intrusion l'une après l'autre, à chaque fois il va redéclencher. Le canon peut être soit branché sur un système d'alarme, soit déclenché manuellement. En Essonne, une quinzaine de clients, souvent des professionnels, sont équipés. La plupart avaient déjà subi des cambriolages et ont donc décidé de coupler ce canon à brouillard à leur système d'alarme déjà existant. Les résultats semblent positifs. On a eu des retours, entre autres, il n'y a pas très longtemps chez un de nos clients bijoutiers qui a subi un braquage. Donc, les gens sont venus avec des casques de moto. On les a vus parce qu'il a des caméras chez lui, on les a vus défoncer la porte d'entrée. Lorsqu'ils sont rentrés, il a eu le bon réflexe de déclencher grâce à sa télécommande. Les braqueurs, 2 secondes après, étaient dehors. On les a vus rentrer en courant et ressortir immédiatement. La fumée diffusée a une odeur de menthe. Grâce à cette caractéristique, il est facile de faire la différence entre la fumée d'un incendie
et celle d'une intrusion. 10 à 20 minutes sont nécessaires à l'évacuation du brouillard. Pour l'achat de cet appareil, comptez environ 2 000 € hors taxe sans l'installation. Le Salon international de l'agriculture de Paris ouvert ses portes samedi. Savez-vous que c'est une ferme de l'Essonne qui fournit les 60 tonnes de fourrage nécessaires à nourrir les bêtes sur place? Regardez, c'est un sujet signé Audrey Coll de Téléson. Leurs terres s'étendent sur près de 200 hectares à cheval sur Jouy-en-Josas et Saclay. La ferme appartient à la même famille depuis 60 ans. Ils cultivent un grand domaine et élèvent des centaines de vaches. Leur chance, posséder la ferme la plus proche de Paris. Depuis 15 ans, ils fournissent en fourrage le salon de l'agriculture. Ça permet aux éleveurs qui viennent présenter leurs animaux d'avoir un aliment de qualité et qui leur permettra de continuer à produire du lait. C'est près de 7 à 8 tonnes de nourriture qui sont livrées chaque jour au salon. La ferme concocte un mélange d'épis de maïs, de feuilles et de tiges, conservées compactées à l'air libre. Tous les matins, les camions viennent à l'aube récupérer l'ensilage des centaines de vaches présentes à la porte de Versailles. On donne un aliment qui s'appelle donc l'ensilage de maïs, qui va être quelque chose qui va rester très stable, comme du foin, ne bouge plus après avoir été bien séché, et qui va permettre aux vaches de nous donner beaucoup de lait. La ferme de Viltin participe également au salon pour y présenter ses nombreuses activités. Quelques animaux de l'exploitation ont fait le voyage jusqu'à Paris et les visiteurs peuvent également découvrir le lait et les yaourts, spécialité de la famille qui met en avant le consommé local. Petit coup de neuf du côté de la SNCF, le transporteur présente un nouveau système de freinage qui équipe désormais les 100 rames du RERD. Le dispositif va maintenant profiter au réseau de l'Est parisien et des trains de la ligne Paris-Meaux. L'objectif est de limiter les retards et les suppressions de trains. Les explications de Louis Vallet de Canal Coquelicot 77. On connaissait le système ABS pour les voitures, il arrive désormais sur les trains de banlieue. Ce mercredi, la SNCF terminait d'installer ce dispositif d'anti-blocage des roues sur la 100e et dernière rame du RERD. Et puisque le chantier a été plus court et moins coûteux que prévu, la SNCF va équiper dans la foulée les trains de la ligne P, qui passent notamment par Chelles, Vers-sur-Marne et Lagny. Les rames seront terminées d'équiper sur la ligne P d'ici avril. Derrière, on a encore quelques homologations à obtenir. Et une fois qu'on aura ces derniers certificats, on peut considérer que pour l'automne 2012, les rames circuleront sur la ligne P. Avec ce système, fini le patinage sur les rails donc. Cela peut paraître anodin, mais ces dérapages causent des dégâts importants aux essieux des trains. Le problème coûte environ 10 millions d'euros par an à la SNCF. En automne notamment, les feuilles mortes rendent les rails très glissants. Résultat, à cette période, beaucoup de trains sont supprimés ou retardés. Mais désormais, l'ABS permettra de contrôler le freinage des trains. On vient mesurer la vitesse de rotation des essieux et déterminer si l'essieu est dans un comportement normal ou si d'un seul coup il se met à bloquer parce que il était à 120 km/h, il bloque d'un seul coup à 0, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc on vient modifier légèrement le freinage, la fonction de freinage au moment où l'essieu se bloque. En tout, 22 rames seront équipées de l'ABS sur la ligne P. En revanche, les petits gris, les trains les plus anciens du réseau, continueront de patiner jusqu'à leur retraite. On ouvre une page politique. Ils sont au cœur de la campagne de François Hollande. Qui sont ces élus méconnus qui alimentent le candidat PS en note et animent ses réseaux? Christophe Rigaud de VOTV a suivi 2 élus du Val d'Oise, un homme et une femme. Reportage au QG de campagne du socialiste. Charlotte Brun et Luc Broussy font partie de l'équipe de campagne de François Hollande. Les 2 élus du Val d'Oise portent les dossiers concernant les personnes âgées et la famille. Ils ont rendez-vous au QG du candidat socialiste à Paris. La plupart du temps, ils travaillent à distance. C'est leur 2e rendez-vous ici. François Hollande est au Mans aujourd'hui. Donc là, le premier étage, cet après-midi, des personnes. Dans moins d'1 heure, Charlotte Brun et Luc Broussy recevront tous les acteurs de la dépendance, associations et fédérations ici, dans cette salle de presse qu'il faut transformer en lieu de réunion. Les gens s'imaginent toujours plein de choses sur la politique, mais la politique c'est tout ça, voilà. C'est une campagne, on est des militants et comme quand ils préparent une fête chez eux, c'est eux qui préparent, et nous c'est pareil. Les 2 élus du Val d'Oise sont les adjoints de Marisol Touraine, la responsable du pôle social et santé de François Hollande. Leur rôle, animer les réseaux du candidat sur les thématiques de la famille et des personnes âgées.
thème par thème, il ne peut pas être partout, et c'est à nous de lui faire des propositions, de lui faire rencontrer les personnes qu'il faut rencontrer lors d'une campagne. Donc c'est un boulot de réseau absolument passionnant. Oui. On assume à la fois un rôle de veille, de vigilance, d'analyse politique. C'est un rôle, on est dans une campagne électorale, donc on observe ce que font les autres candidats, on anticipe ce que vont faire les autres candidats. Et puis on conseille notre candidat par des notes, par des éléments de langage, aussi ce qu'on appelle les éléments de langage. Au dernier étage du QG du candidat socialiste, pas d'équipe en costume-cravate, c'est la cellule web. Si la présidentielle de 2007 avait été marquée par la percée de Facebook, 2012 rime avec Twitter. Ce qui n'est pas pour déplaire à Charlotte Brun, qui tweete plusieurs fois par jour. La campagne sur Internet, c'est une forme de porte-à-porte. Moi, j'aime beaucoup parce que j'adore le porte-à-porte physique déjà. Voilà, donc pour moi, c'est une manière de parler avec des gens qu'on ne verrait peut-être pas forcément, puis de retrouver des gens aussi. Pour moi, c'est vraiment un outil très utile. Voilà, donc là, nous, on va transmettre, on va raconter, et puis on va recevoir aussi. C'est à ça que ça sert, Internet. Charlotte Brun et Luc Broussy ne sont pas les seuls Valdoisiens de l'équipe Hollande. D'autres socialistes du 95 fréquentent le QG. Il y a par exemple notre ami Rachid Temal sur le tourisme, Didier Arnal sur l'économie sociale. Professionnellement, ils sont engagés sur ces thèmes-là. Ce sont des techniciens qui sont en capacité de délivrer un vrai discours sur ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'ils ont été pris. Voilà. Et au lieu de ça, il y a quelques parlementaires qui sont excellents, mais qui pour autant sont pendant l'équipe de campagne parce qu'ils sont plus généralistes, par exemple. Charlotte Brun et Luc Broussy viennent aussi au QG pour prendre le pouls de la campagne. Et quand ils ne repartent pas avec des éléments de langage à utiliser dans les médias, ils retournent chez eux avec du matériel de campagne. Alors que le marché de l'emploi est en berne, le ministre du Travail a fait une sortie remarquée en Seine-Saint-Denis. Xavier Bertrand a signé à Bobigny une convention avec les grandes entreprises et à la clé, un engagement de créer plus de 21 000 emplois. Plus d'infos avec Cédric Danville et Mathieu Canac de TVM Est parisien. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Un an après la venue de Nicolas Sarkozy, visite ministérielle cette fois au campus des métiers et de l'entreprise de Bobigny. Le mercredi 29 février, Xavier Bertrand et Maurice Leroy, respectivement ministres du Travail et de la Ville, ont invité plusieurs grandes entreprises à signer un engagement national pour l'emploi dans les quartiers prioritaires. Alstom, Air France, L'Oréal ou Coca-Cola, entre autres, se sont engagés à proposer 21 220 contrats aux personnes issues de ces quartiers prioritaires, des emplois pour les jeunes, mais pas seulement. C'est tout aussi important que des adultes puissent aussi se former et se reconvertir. Les adultes, ce sont aussi des personnes qui sont chargées de famille. Et c'est important aussi l'intergénérationnel pour les quartiers prioritaires. On parle toujours des jeunes et c'est important qu'on agisse en direction des jeunes, de leur formation et de lutter contre le chômage. Mais les adultes, nous y sommes nous aussi très sensibles. C'est important. Ça structure dans les quartiers quand des adultes ont un emploi. En 2008, déjà, un accord similaire avait été signé dans le cadre du plan Espoir banlieue. Ce type d'accord entre l'État et de grandes entreprises contribue, selon Xavier Bertrand, au recul du chômage dans les quartiers populaires, notamment chez les jeunes. Vous savez, chiffres de l'emploi, je les connais par cœur. N'empêche qu'au mois de janvier, pour la première fois depuis le mois d'août, très légèrement, le chômage des jeunes a baissé. C'est pas suffisant, mais ça montre bien que les choses sont possibles. En Seine-Saint-Denis comme ailleurs. L'emploi des jeunes est une des priorités de l'accord signé le 29 février à Bobigny. Il s'agit en particulier de développer l'apprentissage. Je crois que la solution aujourd'hui, les jeunes de nos cités, sur des départements tels que le nôtre, les jeunes de nos cités, on peut les sortir par l'apprentissage. Aujourd'hui, faute d'engouement des entreprises pour l'apprentissage, le campus des métiers et de l'entreprise de Bobigny n'accueille que 1700 jeunes sur 3000 places disponibles. Et la Poste qui recrute dans les Yvelines. Au total, 230 nouveaux facteurs sont attendus d'ici à la fin de l'année. Alors pour faire face, une convention a été signée avec Pôle emploi. Les explications de TVFil 78. La Poste en plein recrutement. Pour satisfaire le besoin de 230 facteurs d'ici fin 2012 dans les Yvelines, La Poste vient de signer une convention d'expérimentation départementale de recrutement de facteurs avec Pôle emploi, une procédure actée par une convention qui permet de prévoir sur l'année les prévisions d'embauche de La Poste.
On a parlé à un certain nombre de candidats du recrutement de la Poste, on a fait la promotion de l'offre d'emploi, on a fait la sélection lire, écrire, compter, on a limité au maximum les éléments de discrimination liés au CV ou à la lettre. Une semaine d'évaluation en milieu de travail suit le recrutement pour permettre aux candidats de ne pas se tromper sur son choix. 69 candidats au départ, 14 ont passé l'évaluation et 7 CDI ont été proposés. Frédéric Hédé vient juste de signer son contrat. J'étais boulanger pendant 14 ans en fait. Suite à une allergie, j'ai dû arrêter en fait. Donc je me suis retrouvé au chômage. J'ai cherché du travail. Ma conseillère de Pôle emploi m'a conseillé la Poste. J'ai passé les tests. J'ai fait une semaine en immersion qui s'est très bien passée et voilà, signature de contrat, donc très bien. La convention stipule que 50% des facteurs engagés seront des femmes. L'embauche est ouverte pour les chômeurs de longue durée et pour les seniors. Pour en bénéficier, rendez-vous à votre agence Pôle emploi. Et si vous aviez recours à une masseuse pour le boulot au quotidien dans les entreprises pour combattre le stress au travail, les masseuses arrivent. C'est le service proposé notamment par une praticienne du Val d'Oise et les chefs d'entreprise y voient un gain de productivité notable pour une facture tout de même de 250 € la journée. Regardez, c'est un sujet signé Christophe Aubry de VOTV. Ambiance zen. Un par un, ces salariés défilent pour un quart d'heure de relaxation. Arrivée il y a 20 ans de San Francisco, Christina est masseuse, spécialiste du massage Ama, une technique ancestrale née en Chine il y a 4000 ans. Ça soulage les tensions et aussi c'est très bien pour les employés parce que à nouveau, donc, ils retrouvent le bien-être dans la journée. Ce jour-là, c'est la deuxième fois qu'elle intervient dans cette société et les employés apprécient, surtout qu'ils ne payent rien, c'est le comité d'entreprise qui s'en charge. Résultat, le planning affiche complet, moins stressé et plus en forme, ces salariés se disent plus performants. Un peu moins stressé, un peu plus cool, un peu plus détendu, on va peut-être aborder, je sais pas, la prochaine heure de travail un peu plus sereinement. Bien détendu. Et à la fois, on est redynamisé par la série de petits coups sur la fin, ça redonne la pêche en fait. Sur cette chaise ergonomique, la praticienne travaille les points d'acupuncture. Aujourd'hui, elle consacre la moitié de son activité à des prestations en entreprise. L'avantage de ce type de massage, c'est qu'il peut s'effectuer un peu partout. Ça permet d'aller à l'extérieur du cabinet, aller vers les gens. Et souvent, ces gens, ils n'ont pas toujours le temps de venir au cabinet, ça en plus. Ce qui est très pratique aussi, les gens, ils peuvent être assis et rester habillés. C'est un massage qui dure juste 15 minutes. Donc, ça peut, justement, entre l'heure de déjeuner, ça se présente très bien. Une journée de massage comme celle-ci coûte à l'entreprise 250 €. Bien dans leur tête et bien dans leur peau, voilà des salariés bien dans leur boulot. Parlez-vous l'espéranto? 2 millions de personnes pratiquent à travers le monde cette langue, 100 pays. Rencontre avec une famille d'espérantistes, signé TV Fil 78. Saluton, bonan tagon al ĉiuj regardantoj de la televido TV Fil Sepdekok. En espéranto, bonjour aux téléspectateurs de TV Fil 78. Anne-Sophie Marcoff, enseignante au lycée Émilie de Breteuil de Montigny, parle l'espéranto, la langue conçue en 1887 par Ludwig Zamenhof. Elle fait partie des quelques millions d'espérantophones à travers le monde, mais surtout du millier d'espérantistes natifs. Autant dire qu'elle a rencontré quelques difficultés lors de son entrée à l'école, car dans la famille Marcoff, on parlait suédois et espéranto. Tout allait bien jusqu'au moment où l'institutrice a convoqué mes parents, parce que je ne parlais pas du tout, et pourtant je n'avais pas l'air idiote. Mon père a expliqué que pour l'instant, je découvrais le français. Et la directrice d'école a été horrifiée et a interdit à partir de ce jour-là à mes parents de me parler en suédois à la maison. Par la suite, Anne-Sophie a rencontré plusieurs espérantistes grâce aux rencontres internationales. Son père a rencontré sa mère au congrès SAD de Paris en 1949 et elle a aussi connu son mari à un congrès similaire en 1981. Les espérantistes auraient-ils une valeur ajoutée? Ceux qui apprennent l'espéranto, qui font cet effort d'apprendre une véritable langue pour communiquer avec d'autres êtres humains, ils ont au moins le mérite de faire cet effort de communication. Donc cette démarche de l'apprentissage de l'espéranto,
garantit quelque part un peu un respect fondamental de l'autre qu'on ne trouve pas d'une manière aussi systématique chez ceux qui ne disposent que de leur langue maternelle. Ainsi, dans la famille Markov, tout le monde parle espéranto. Impliqué dans l'association francophone Satami Caro, l'objectif est de diffuser le plus largement possible la langue. Impossible donc de choisir entre le français ou l'espéranto, difficile alors de poser une étiquette identitaire sur cette famille. Je me sens surtout appartenir à l'humanité et je suis convaincue que la langue la plus appropriée pour communiquer avec l'ensemble de l'humanité, c'est l'espéranto. L'humanité n'a pas adopté l'espéranto car selon les meilleures estimations, il n'y aurait que 10 millions d'espérantophones dans le monde. Les plus faibles parlent quant à elles de 2 millions. Le phénomène prend de l'ampleur. Faire ses courses sur Internet, puis les récupérer sans avoir à sortir de sa voiture. Le concept se développe de plus en plus. Une enseigne spécialisée vient d'ouvrir son deuxième magasin dans le Val d'Oise. Axel de Coninck de VOTV nous présente cette nouvelle façon de consommer. 2 minutes et 30 secondes, ici c'est le temps qu'il faut pour faire ses courses. Le service entièrement gratuit n'a qu'un seul but, faire gagner de précieuses minutes aux clients. Aligné sur les prix des hypermarchés, le groupe affirme proposer autant de produits qu'un Carrefour ou un Leclerc. Encore émergent, le marché du drive veut s'imposer grâce à sa simplicité d'utilisation. Le temps de commande est de 20 minutes. 1h30 après, ou lorsqu'il le souhaite, quand il l'a défini, eh bien, il vient au magasin, il s'identifie, soit il paye en ligne, soit il paye sur place. Et nous, l'ambition qu'on a, c'est de charger la commande en moins de 5 minutes, directement dans son coffre. Et voilà, c'est le concept ChronoDrive, c'est ça, c'est de faire gagner du temps, et donc le client repart avec ses courses directement. Ouvert depuis ce matin seulement, le magasin sert ses premiers clients. Ça facilite la vie, il n'y a plus de courses à faire et d'acheter plus que ce qu'on devrait faire. Et en 5 minutes c'est fait, c'est mis dans le coffre et c'est parfait. Moi ça me va. Je trouve ça très pratique. En fait aujourd'hui c'est mon jour de repos, donc j'ai commandé hier, je suis passée aujourd'hui, mais en fait je passe tous les soirs quand je rentre du travail ici. Ça me permet de faire d'autres choses et d'avoir un petit peu plus de temps pour les loisirs. Mais je vais être bientôt à la retraite et je pense que je continuerai de toute façon. Adapté au nouveau mode de vie, l'enseigne propose une autre façon de consommer. Alléger la charge ménagère demeure l'essentiel de la démarche du groupe, qui vise principalement les actifs. Il compte ouvrir une vingtaine de magasins en France sur l'année 2012, une aubaine pour l'emploi local. Ici, sur les 28 employés, 24 viennent de Cergy. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de votre fidélité. À suivre les programmes de Télif, la télévision de l'Île-de-France.